Hello mes petits choux, comment ça va? C'est le L, le meilleur de la NFL. Et aujourd'hui, on va parler coaching. Alors pourquoi déjà ce podcast un peu tardif? Tout simplement parce qu'on a eu quand même une semaine où les matchs ont duré jusqu'à mercredi. Mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a eu ce petit Steelers contre Ravens. Pas dégueu, plein de surprises. Il y aura énormément de choses à dire dans le petit melting pot. On a eu une journée complètement folle, tant en termes de résultats que sur l'aspect un peu extra-sportif avec le Covid. Voilà, on a quand même eu les Broncos qui n'ont pas pu aligner de quarterback, tout simplement. Chose inédite dans l'histoire de la NFL. Donc il y aura plein de choses à dire. Mais j'avais envie un peu de parler des coachs. Alors l'idée, évidemment, on va pas revenir sur les 32 coachs qui composent la NFL. Et on va pas non plus distribuer les mauvais points et taper sur les ambulances. C'est pas trop l'idée. Évidemment qu'on va parler de certains coachs qui posent question. Je vais pas vous mentir, l'idée de ce podcast m'est venue en fait en regardant la performance des Patriots. Et j'ai envie qu'on attaque tout de suite par un bon point, entre guillemets. Je parlais de distribuer les mauvais points, mais on va quand même s'attarder sur les coachs qui font du bon boulot cette année. Et tout simplement, j'ai envie de parler de Bill Belichick, quoi. Bill Belichick. Donc évidemment, donc pour ceux qui vivent dans une grotte depuis 15 piges, Bill Belichick, coach des New England Patriots, certainement le GOAT des coachs, donc le meilleur coach all-time, je crois qu'on peut l'affirmer sans trembler. Bill Belichick quand même, donc première saison sans Tom Brady. Alors le débat, je fais une petite parenthèse, le débat de savoir est-ce que c'est Tom Brady qui a bénéficié de l'excellent coaching de Bill Belichick, ou est-ce que c'est Belichick qui a bénéficié de l'excellence au poste de quarterback de Tom Brady. Franchement, ce débat pour moi, il a pas trop de sens. On s'en fout un peu, quoi. Je veux dire, oui, Bill Belichick est un coach all-time et Tom Brady, évidemment, est un quarterback all-time. Maintenant, savoir lequel des deux a le plus profité l'un de l'autre, je pense que ça va de pair. Il n'y a pas de grands quarterbacks qui ont joué sans de bons coachs, et il n'y a pas de bons coachs sans bons quarterbacks. Entre guillemets, en tout cas sur la durée, c'est très compliqué de rester coach NFL si t'as pas de bons quarterbacks sous la dent, et vice versa, c'est compliqué de devenir un bon quarterback NFL sans un bon coach. Donc c'est pas vraiment le débat, mais faut quand même le dire. Donc première saison sur Tom Brady, alors on pourrait se dire ah putain, 5 victoires 6 défaites pour les Patriots, ah là là, donc ça voulait bien dire que donc c'est Tom Brady qui portait les Patriots à bout de bras. C'est la preuve que Belichick s'est fait entre guillemets porter sur les épaules par Tom Brady. Franchement, jeter un coup d'œil à la saison qui est en train de nous lâcher Bill Belichick avec les Patriots, excusez-moi quoi. Excusez-moi. Pour remettre dans le contexte, pour faire simple, il y a globalement la moitié de l'équipe qui a décidé de opt-out cette saison à cause du Covid, notamment en défense, ils se sont fait décimer. Juste pour info, donc il y a quand même Patrick Chung, le safety historique de cette deuxième partie de la dynastie Patriots, qui a décidé donc de ne pas jouer cette saison. Dante Hightower, capitaine, quarterback entre guillemets de cette défense, le middle linebacker, un des meilleurs linebackers de la NFL, certainement un futur Hall of Famer, à n'en pas douter, qui a quand même décidé d'opt-out. Donc, beaucoup d'absents côté défense. En ce qui concerne l'attaque, il a perdu Bill Belichick, donc Dante Scarnecchia. Donc ceux qui connaissent pas Dante Scarnecchia, donc c'est le coach historique des Patriots de leur ligne offensive. Et on sait à quel point il avait un impact parce que la dynastie des Patriots lui doit beaucoup. La ligne offensive des Patriots, d'année en année, a toujours eu un niveau incroyable. Et c'était en grande partie grâce à Dante Scarnecchia.
Évidemment, Belichick, c'est pas la première fois qu'il perd un coordinateur, hein. Il en a perdu des coordinateurs défensifs. Salut Matt Patricia, comment ça va? Des coordinateurs offensifs, salut Bill O'Brien. Euh, et il a toujours su d'ailleurs quelque chose, je trouve, qu'on ne mentionne pas assez dans le CV de Belichick, c'est qu'il s'est quand même fait dépouiller pas mal d'assistants au fur et à mesure des années, et il a toujours su, j'allais dire rebondir, mais c'est plus que rebondir, parce que c'est aller chercher des Super Bowls, aller chercher des victoires en playoff. Donc cette année, sa défense se fait décimer par le Covid, il perd Skarnecchia, il perd évidemment Tom Brady quand même. Ça se mentionne, hein, donc tu perds le GOAT, l'un des meilleurs quarterbacks, parce qu'il évoluait quand même toujours à un très très bon niveau ces dernières années, et même l'année dernière. Donc tu perds quand même Tom Brady au poste de quarterback, le poste le plus important sur le terrain. Et la saison qu'ils nous font, franchement les Pats, c'est-à-dire qu'il y a toujours les bonnes petites recettes de Bill Belichick. Quand il affronte un quarterback rookie, bah laisse tomber, c'est bon, victoire des Pats. Voilà, sans contestation. Quand il affronte un sophomore, comme c'était le cas ce week-end avec Kyler Murray, un mec qui n'est pas encore tout à fait établi en tant que pocket passeur et qui s'appuie beaucoup sur son running game, mais laisse tomber le game plan défensif de Belichick là, contre les Cards ce week-end. C'était impressionnant. Vraiment. Des gros plays de la défense. Euh, on a Lawrence Guy sur force down. Alors que les cartes sont à 1 yard de la end zone, qui vient lâcher un énorme stop. Franchement, magnifique. Maintenant, là où je trouve que le taf de Belichick est énorme, et je suis désolé à l'avance pour les fans de Cam Newton, j'ai rien contre Cam Newton spécialement. Alors oui, voilà, vous commencez un peu à le savoir. Moi, c'est sûr que je préfère. J'ai une préférence pour les pocket passeurs. Je suis complètement d'accord pour dire que, en effet, le jeu est en train d'évoluer et que avoir un quarterback mobile, c'est plus un luxe, c'est presque une nécessité. Même si on a vu, voilà, l'année dernière. Il y a Jimmy Garoppolo dans le Super Bowl. L'année d'avant, il y a Jared Goff. Je veux dire, on peut encore avoir un pocket passeur un petit peu mobile, mais pas trop, et emmener son équipe au Super Bowl. Mais c'est clair que c'est un avantage. Mais Cam Newton, saison 2015, donc évidemment exceptionnelle, hein, MVP de la ligue, 15 victoires, une défaite pour les Panthers, il a gagné sa division plusieurs fois, il a scoré beaucoup de touchdowns dans sa carrière, malheureusement impacté par les blessures sur ces dernières années chez les Panthers, ça se passait pas très bien. Les Pats vont le récupérer, on se pose la question en début de saison, est-ce qu'il sera même starter Cam Newton? Est-ce qu'ils vont pas envoyer Jared Stidham? Et finalement, pardon, ils font confiance à Cam Newton. Josh McDaniels, dans toutes les interviews, dans le peu de déclarations qu'il lâche, parce qu'on est quand même chez les Patriots, hein, donc tout reste un peu en interne. On sent que le mec est super content d'avoir Cam Newton. Il lâche des phrases comme ça y est, je vais pouvoir utiliser l'intégralité de mon playbook parce que j'ai un mec qui sait courir. Franchement, désolé, hein, désolé les fans de Cam Newton. Hein. Franchement, est-ce que Cam Newton est le quarterback, le starting quarterback, le plus mauvais de la ligue cette année? Mais ça se discute grave. Ça se discute grave. Et je suis désolé. Franchement, euh, c'est pas une attaque contre Cam Newton. Je veux dire, j'ai rien contre lui. Mais ces stats là cette année, oh là là. Alors, faut pas tout, faut pas tout réduire à des stats, diront certains. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Quand on voit, pour ceux qui ont le Game Pass et qui regardent donc les matchs en VO comme je le fais, donc le Sunday Night Football, ils mettent à chaque fois le ranking
de chaque joueur sur le site Pro Football Focus, qui est quand même un site extrêmement bien fait niveau stats, et qui donne quand même une idée. Je veux dire, c'est rare que tu sois dans le top 10 de ta catégorie sur Pro Football Focus et qu'en fait tu sois mauvais, et vice-versa. Mais parfois, il y a quand même des petites surprises. Mais là, je sais pas combien il a, Cam Newton sur Pro Football Focus, mais enfin, quand même son année, donc 10 matchs joués. Pourcentage de completion, donc pourcentage de balles complétées, pas dégueu, on est aux alentours de 67%. Au niveau des yards, il est quasiment à 2 milliards. Est-ce qu'il va gratter une saison à 3 milliards? C'est possible. Average 7,5, pas fameux, mais correct. Mais putain, 4 touchdowns, 9 interceptions. Waouh! Waouh! Quand même! 18 sacs, seulement 22 lancés à plus de 20 yards. C'est un passeur rating. Alors je sais bien que le passeur rating ne veut pas tout dire, mais enfin, passeur rating de 79,8. Cam Newton. C'est dur. C'est dur. Pour info, sur sa saison MVP, il a un passeur rating de 99. Hein. Par exemple, et c'est 35 touchdowns, 10 interceptions. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors il est toujours là donc dans les rushing yards, mais je trouve que même dans son running game, il a vraiment perdu en mobilité, il a vraiment perdu en impact, même je dirais dans la red zone. Putain, Cam Newton dans la red zone, c'était quasiment un touchdown rush assuré, maintenant plus du tout quoi. Et puis surtout la mécanique. Oh, la mécanique de lancer de Cam Newton. Franchement, si vous voulez vous faire mal aux yeux, regardez les ralentis quand Cam Newton passe la balle pour les Pats. Oh la vache. Oh, c'est pas beau. Il a les deux pieds. Sur la même ligne. Il est en arrière. Le lancer n'a aucun sens. Et évidemment, ça débouche sur une imprécision totale en termes de lancer. Sur des interceptions. Il n'a pas l'expérience et la lecture de jeu qu'avait Tom Brady. Donc forcément, il y a des plays où putain, t'as un mec qui est wide open et il va pas le voir. Franchement, Cam Newton évolue à un niveau mais abyssal. Je crois qu'il a un passer rating. Je sais plus si c'est à la fin du match ou à la mi-temps, mais je crois qu'il avait un passer rating de 23 points contre les Cards ce week-end. Et malgré tout ça, donc malgré tout ce que je viens de dire, la défense décimée, le coordinateur de la ligne offensive qui se barre, Joe Judge, le coordinateur des special teams qui se barre, Cam Newton, donc je suis désolé, je le dis, pour moi le plus mauvais quarterback de la NFL cette année. Est-ce que Cam Newton a un avenir en NFL, ne serait-ce qu'en termes de backup? Vraie question. Je dis juste un petit truc sur Cam Newton parce que là j'ai passé 5 minutes à le défoncer. Cam Newton, là où il a surpris, paradoxalement, et c'est là où on a des regrets finalement sur Cam Newton, c'est qu'il a affiché un professionnalisme depuis qu'il est arrivé chez les Patriots. En même temps, pas étonnant, hein, quand on connaît Belichick et les Pats, c'est leur culture. Hein. Quand on parle de culture, bah là on voit l'impact que peut avoir une culture de club sur un joueur. Pas un mot au-dessus de l'autre, une attitude super dynamique, super positive, de l'autocritique, vraiment un nouveau Cam Newton. On aurait finalement aimé qu'il ait cette attitude pendant ses années Panthers. C'est pas le cas, il est extrêmement mauvais, faut le dire. Et malgré tout ça, on a un Belichick qui est quasiment à 500, quoi. Qui a les Pats à 5 victoires, 6 défaites, toujours aussi chiant à jouer à domicile. Toujours aussi chiant quand il y a des conditions extérieures. On l'avait vu contre les Ravens, météo qui rend le jeu quasiment injouable. Bam, il tire ça à son avantage. Il joue un rookie, laisse tomber. Il joue un mec comme Kyler Murray. Kyler Murray sort un de ses plus mauvais matchs. C'est Bill Belichick. Il est impressionnant. Et franchement, impossible de lui donner le trophée de coach de l'année parce que
ce trophée ne va jamais à un coach qui entraîne une équipe qui finit soit à 500, donc 8 victoires, 8 défaites dans ces eaux-là, ou un peu mieux. Ça va souvent quand même à quelqu'un qui emmène un club vers une bonne saison en termes de victoires. Et puis il y a d'autres candidats dont on va parler, pas tous, mais on va en parler dans ce podcast. Mais franchement, je suis à deux doigts, moi, de lui donner mon vote. Je suis impressionné par ce qu'il fait. Le niveau de quarterback dont il bénéficie est proche du néant. C'est quand même la position la plus importante. Et 5 victoires, 6 défaites. Franchement, pour l'avenir des Pats, alors c'est sûr que le côté pile de ça, c'est que tu te dis, bah merde, à la draft, vu qu'on gagne des matchs, on ne sera pas en position d'aller choper un Trevor Lawrence ou un Justin Fields. C'est clair. Mais par contre, attention aux Pats. J'ai déjà parlé dans d'autres podcasts du petit trade que je sens venir pour Sam Darnold, qui était quand même numéro 3 overall de la draft il y a de ça 2 ans. 3 ans, pardon. Et qui évolue dans la même division. Je vois bien les Pats aller le chercher une fois que les Jets auront chopé Trevor Lawrence. En tout cas, pour les Pats, pour l'avenir, je m'inquiétais en début de saison. Je me disais, putain, merde, Brady qui se barre, oh là là, Newton, ça le fait pas. Mais ils gagnent quand même des victoires, comment ils vont faire? Mais en fait, ça va rouler, hein. Ça va le faire l'année prochaine. Belichick, il est aux manettes. Tout va bien. Putain, 5 victoires, 6 défaites avec le Cam Newton de cette année. Mais tu fais rien qu'un tout petit upgrade du type les Panthers qui sont allés chercher Teddy Bridgewater. Mais tu mets Teddy Bridgewater chez les Pats cette année, mais laisse tomber, ils sont en playoff. Je vous le dis, ils sont en playoff. Tu mets Teddy Bridgewater chez les Pats, ils sont en playoff, clairement. Donc franchement, il n'y aura pas besoin d'aller chercher vraiment... évidemment, ça pourrait être qu'un upgrade vu la saison qu'on lâche Newton, malheureusement. Mais tu vas rien que nous chercher un petit quarterback un peu average. Mais Bill Belichick, t'inquiète pas. Les 10 victoires dans l'année, la place en wildcard, il va aller te la chercher. Et il ira même titiller les Bills et les Dolphins dans la division pour la gagne. Le truc qui sera intéressant à suivre l'année prochaine, puisqu'on se projette un peu, c'est que ce sera la première fois finalement en quasiment 20 piges que Belichick a une division très compétitive. C'est un des reproches qui est fait à Tom Brady notamment par rapport à ses 6 bags, c'est qu'en effet, on peut pas le nier, il a évolué dans une division euh, avec un niveau très faible et constant dans la faiblesse pendant des années. Là, les Bills sont une vraie grosse équipe, les Dolphins aussi, les deux sont extrêmement bien coachés, on va en parler. Mais Bill Belichick, franchement, chapeau. Je voulais en parler parce que cette saison des Pats, malheureusement, risque de ne pas se terminer avec une place en playoff. Et ils vont finir donc vraiment dans le ventre mou, entre guillemets, de cette NFL. Et ça va un peu passer à l'as. Je trouve qu'il fait un taf incroyable. Qui fait un taf incroyable avec un effectif incomplet, avec un poste de quarterback ultra déficient, des receveurs pas au niveau. Il bricole quoi, c'est du bricolage, mais du bricolage gagnant. Quel coach Bill Belichick, franchement, et j'ai hâte de le voir l'année prochaine. On connaît l'animal, évidemment qu'il lâche aucune déclat sur Cam Newton et qu'il est ultra supporter de Cam Newton cette année. Il le met dans les meilleures conditions mentales. Faut pas se leurrer, les Pats vont aller chercher une autre option au poste de quarterback pendant l'intersaison. Est-ce que ce sera via un trade? Est-ce que ce sera via la draft? Je ne sais pas. Mais hâte de voir ce que ça donne l'année prochaine. Parce que là, Belichick, ce qui nous montre cette année, avec le peu de moyens finalement qui sont à sa disposition, magnifique. Franchement, bravo. J'en profite, tiens, pour parler du coach qu'il avait en face de lui le week-end dernier. Je vois que je suis déjà à 19 minutes, donc je vais essayer de faire rapide sur les autres coachs. De toute façon, je voulais vraiment me focus sur Belichick. C'était c'est vraiment. En fait, j'ai regardé les matchs ce week-end et je regardais ce Cardinals Patriots et je me disais, putain, c'est pas possible, quoi. Newton, il évolue à un niveau si faible et Belichick, il va te ramener la win. Franchement, pendant le match, il y a eu un gros changement de momentum, comme je le disais, avec ce stop sur force down, sur force and goal des Cardinals. Je me suis dit, putain, il va la ramener la win. Il va la ramener, quoi. C'est Belichick.
Et ça n'a pas manqué. En face de lui, Cliff Kingsbury. Alors, oui, les Cards, dans la plupart des catégories en attaque, sont plutôt bien classés. Oui, Kyler Murray, euh, alors certains diront explose en année 2. Moi, je trouve qu'en effet, il progresse. Je lui trouve encore pas mal de défauts, malgré tout ça. Kyler Murray. C'était la darling un peu de tout le monde lors de cette intersaison. Pour moi, c'était basé sur une espèce de faits mathématicaux, je ne sais quoi, en termes de proba. Genre, Mahomes, en deuxième année où il a joué, bah, il a progressé de dingue et il est allé au Super Bowl. Lamar, deuxième année, il a progressé de dingue, il était MVP. Donc, Kyler Murray, ça va faire pareil. Les Cardinals seront en playoff. Doucement. Ils sont dans la meilleure division de la ligue. Et Kingsbury, je veux dire Cliff, quoi. Donc Kingsbury qui était à Texas Tech, époque Patrick Mahomes, donc la Air Raid Offense, elle est où? Elle est où? Je veux dire, je vois beaucoup de Dink and Dunk, je le redis, je suis désolé. Je vois beaucoup de Yards After Catch. Alors évidemment, tu t'appuies vachement sur DeAndre Hopkins. Quelle serait l'attaque des Cards sans DeAndre Hopkins? C'est une vraie question quand même. Bon, il est là, hein. Mais elle est où cette attaque flamboyante, cette attaque qui devait complètement, comme ils disent aux States, take the league by storm, quoi. Franchement, je la vois pas. Je la vois pas. J'attends et à chaque match des Cards, je vous jure, j'attends, je regarde. Je regarde pas du genre, je l'attends au tournant. C'est pas ça. Au contraire, je me dis putain, allez, vas-y. Envoie des bombes quoi, on veut voir du Bruce Arians style et c'est pas du tout ça. Attention Cliff Kingsbury, c'est un gros choix de management. S'ils vont pas en playoff cette année après le bon démarrage qu'ils ont fait, je rappelle quand même qu'ils sont à 6 victoires, 5 défaites, avec un Hail Mary gagnant hein, contre les Bills, quand même. Donc voilà, j'ai mes petites réserves sur Cliff Kingsbury. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, j'étais surexcité, on annonçait une attaque de dingue. Pour moi, c'était un peu comme quand Chip Kelly a débarqué en NFL chez les Eagles et qu'on annonçait un truc révolutionnaire et c'était révolutionnaire Chip Kelly. C'était pas forcément viable en NFL, on l'a vu par la suite. Moi, c'est vraiment un mec que j'aimerais revoir en NFL un jour. Je pense qu'il n'y reviendra pas, malheureusement. Mais c'était complètement révolutionnaire. Et bah, on annonçait une révolution avec Kingsbury chez les Cards et on l'a pas vraiment. Voilà. Un mot, j'ai parlé du Hail Mary gagnant contre les Bills, Sean McDermott. Oh la vache. Sean McDermott, alors allez regarder le Mic'd Up sur YouTube de la NFL sur le week-end dernier, hein, donc Week 12. Sean McDermott, quel coach, j'adore depuis le début de son mandat chez les Bills, je le trouve impressionnant. Coach défensif, donc qui venait des Panthers à la base, époque Ron Rivera, donc qui était coordinateur défensif des Panthers. Il insuffle quelque chose dans son équipe. Franchement. Alors la défense cette année des Bills, paradoxalement, est un peu moins forte que l'année dernière, mais elle est très bonne de façon situationnelle, comme on dit aux États-Unis. Et finalement, c'est le plus important, elle est excellente dans le quatrième quart-temps. Elle est excellente pour provoquer des turnovers dans le clutch, dans le quatrième quart-temps. Je crois qu'ils sont à 8 turnovers dans le quatrième quart cette année, c'est très fort. Euh, gros taf de Sean McDermott. Certes, c'est un coach défensif, mais le développement de Josh Allen, on peut aussi lui donner un peu de crédit quand même. Et il est en train d'installer cette équipe des Bills comme une franchise vraiment à respecter et qui sera là sur le long terme. Une petite stat sur McDermott qui pour moi est parlante. On parle souvent d'Andy Reid et de son record après une bye week. Donc une bye week, c'est une semaine de repos. Et c'est vrai qu'on juge souvent les coachs là-dessus parce qu'en fait, bah, on part du principe qu'un très bon coach, si tu lui donnes une semaine de plus pour étudier son prochain adversaire, c'est un avantage considérable. C'est pour ça notamment que les équipes cherchent à être le mieux placées pour les playoffs pour obtenir une semaine de repos. Cette année, il n'y aura qu'une équipe dans chaque conférence qui aura cette semaine de repos, cette bye week, alors que normalement c'était deux par conférence.
Andy Reid qui est donc un truc genre 22 victoires, 3 défaites après une bye week. C'est un truc dans le genre. Hein. Si c'est pas ça, c'est 19 victoires, 5 défaites. J'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est vraiment un truc qui est connu en NFL. C'est la capacité d'Andy Reid à tout simplement à envoyer du game plan de grand malade après 2 semaines d'études de son prochain adversaire. Sean McDermott, mine de rien, 4-0. Voilà. 4 ans chez les Bills, on est à 4-0. 4 victoires, 0 défaite après une bye week. Ça commence petit à petit à s'accumuler. Il y a des stats, franchement, qui sont parlantes. Celle-là en est une. Et vraiment, je pense que les Bills ont un super coach et que les batailles McDermott-Belichick dans les années à venir, ça va être un vrai régal. Un vrai régal. En face de Sean McDermott, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Donc le week-end dernier, donc c'était Bills Chargers, donc on avait Anthony Lynn. Alors Anthony Lynn, ça a très bien commencé les 2 premières années chez Chargers. Les deux qui suivent sont beaucoup plus compliquées, pour ne pas dire mauvaises. Les Chargers sont face à une décision un peu complexe dans le sens où ils ont trouvé ce joyau qui est Justin Herbert. J'avais dit que je ferais un podcast sur Justin Herbert. Il n'a pas lâché son meilleur match ce week-end. Il a fait un bon match, je trouve, qui se voit pas trop dans les stats, mais il a fait un bon match. J'attends qu'il claque une énorme perf pour vous lâcher le podcast branlette sur Justin Herbert parce que franchement, gros afflux sanguin dans l'entrejambe quand je le regarde jouer. Et Anthony Lynn, le problème, c'est que les Chargers, dès qu'un match se décide à moins de 7 points, ils le perdent, quoi. Et qu'ils trouvent toujours un moyen de le perdre. Et je veux dire, la gestion, je sais pas si vous avez regardé ce Bills Chargers jusqu'au bout ce week-end. Donc ils sont menés de 2 possessions, les Chargers, à 30 secondes de la fin. Ils sont en situation de goal to go. Le mec, donc Anthony Lynn, qu'est-ce qu'il annonce comme play call? un... Pas d'abord un quarterback sneak. D'abord, il annonce un run. Donc 20 secondes de jeu, pas de timeout. Il annonce un run. Et ensuite, il reste genre une dizaine de secondes. On s'en fout. En effet, le match est perdu. C'est clair, à moins que tu scores, que tu fasses un onside kick, puis un Hail Mary. En soi, bon, on a vu des choses plus folles. Mais le match est globalement perdu, certes. Mais putain, 20 secondes, pas de timeout, goal to go. Il annonce un run. Derrière, un QB sneak. Mais qu'est-ce que tu fais? Un quarterback sneak à 10 secondes de la fin, t'as pas de temps mort. Mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. C'est incompréhensible. Je suis pas le seul d'ailleurs, je suis content parce que je regardais ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout? Il est sérieux, le message qu'il envoie. Qu'est-ce que tu fais dans ton play calling? C'est pas possible. Et c'est pas la première fois que dans le quatrième quart, il y a du play calling vraiment particulier côté Anthony Lynn. J'ai un peu peur pour lui et je disais je suis content parce que je finis cette phrase, c'était juste pour dire que il y a d'autres médias en effet qui cette semaine ont dit mais c'est certes ils étaient menés de possession mais qu'est-ce que c'était que cette fin de match. Et c'est pas la première fois. Le siège d'Anthony Lynn il est très chaud. Faut quand même rappeler que les Chargers viennent de débarquer à LA, qu'il y a les Rams qui eux sont installés pour longtemps avec Sean McVay et Jared Goff, même si Jared Goff traverse une mauvaise passe, ils ont quand même Sean McVay. Euh, c'est compliqué pour les Chargers parce que d'une part, tu as Justin Herbert donc, qui vient de faire sa première année donc, avec Anthony Lynn. Anthony Lynn, c'est un coordinateur offensif à la base, donc c'est pas lui qui fait le play calling, mais évidemment qu'il a une influence quand même sur les play design, etc. Et sur le game plan offensif général. Est-ce que tu te sépares d'Anthony Lynn en prenant le risque donc d'amener un nouveau coordinateur offensif pour Justin Herbert? Attention, on sait que enchaîner les coordinateurs offensifs quand t'es jeune en NFL, quand t'es rookie, sophomore, troisième année, c'est compliqué, ça peut dérégler un peu une carrière. Salut Baker Mayfield, comment ça va? Et que la stabilité, souvent, c'est une bonne chose. Maintenant, si la stabilité, ça veut dire continuer avec Anthony Lynn et que dès qu'il y a un match décidé par 3 points, les Chargers sont du mauvais côté, je veux dire, au bout d'un moment donné, c'est pas possible. Il y a un coaching situationnel, pour le coup, qui est pas bon.
Grosse décision pour les Chargers, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense pas qu'Anthony Lynn soit un mauvais coach, je pense juste qu'il doit s'améliorer. Et il y aura une grosse dèse en tout cas du côté du management cet été. Rapidement, parce qu'on est déjà à 30 minutes, je voulais parler de beaucoup plus d'autres coachs, donc je vais passer en revue très rapidement. Je vous ai déjà parlé de Matt Rule chez les Panthers. Franchement, investissez dès maintenant dans les Panthers pour l'année prochaine. Il est en train de construire un super programme. C'est génial ce qui se passe du côté de Carolina. Même si ça gagne pas, on voit de super choses. Et Matt Rule n'y est pas indifférent. Je pense que côté Carolina, le nouveau propriétaire est très 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 content d'avoir engagé Matt Rule. Et il a la gueule, hein, c'est qu'une saison, mais ça ressemble vraiment à un mec qui peut s'établir en NFL pour longtemps. Un petit mot évidemment, Mike Vrabel, les Titans, il applique la formule. Une équipe qui ressemble à son coach, c'est un peu une expression à la con, mais c'est vrai que l'équipe ressemble à son coach, dur, physique, on va run, grosse défense. Vraiment un coach pareil qui est parti pour durer. Kevin Stefanski chez les Browns, je voulais quand même souligner son taf. On se fout pas mal de la gueule des Browns, on dit que on en parle beaucoup comme de l'équipe qui va aller en playoff, qui mérite le moins, etc. Baker Mayfield, je suis désolé, il fait pas un match si dégueulasse ce week-end. Et Kevin Stefanski, il a le mérite, contrairement aux 15 derniers coachs des Browns, d'avoir trouvé une formule gagnante. Et putain, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était pas gagné. Donc bravo Kevin Stefanski pour sa première saison chez les Browns. 8 victoires, 3 défaites. Il gagne contre les équipes contre lesquelles ils doivent gagner. Ils perdent contre celles contre qui ils doivent perdre. Franchement, bon coach, bonne première saison. En tout cas, un mec sérieux et qui apporte une certaine sérénité chez les Browns. Joe Judge. J'aime beaucoup le taf qu'il fait avec les Giants, j'en ai déjà parlé. Peut-être un des premiers coachs de l'arbre de Belichick qui va marcher. Sean Payton, donc, qui comme chaque année arrive à gagner des matchs avec des backups. Bon, il est aidé par un roster absolument hallucinant des Saints, mais il faut quand même le faire. Andy Reid, alors oui, t'as Patrick Mahomes, oui, t'as plein de weapons, t'as plein d'armes à ta disposition, mais il faut savoir les utiliser. Et du haut de ses quasi 70 piges, l'ami Andy Reid, est-ce que ce serait pas le meilleur play caller de la NFL tout simplement? Franchement, tu me dis oui à cette réponse, j'ai pas beaucoup d'arguments pour contrer ça. Et non, je voulais parler quand même de Kyle Shanahan. On a parlé de Belichick qui se démerde dans une saison galère. Kyle Shanahan, putain, respect. Respect qui tape les Rams, ça fait quand même 4 victoires de suite contre les Rams de Sean McVay, excusez du peu, le mec a le secret contre Sean McVay, c'est pas rien. Il joue avec Nick Mullens, excusez du peu au poste de quarterback, c'est quand même bien dégueulasse, hein. No disrespect pour Nick Mullens, mais enfin, c'est pas un starter dans la NFL à aucun moment. Il fait un énorme taf. L'équipe est en train de redevenir un peu plus healthy. Est-ce qu'ils peuvent aller gratter une place en playoff? Ce sera très compliqué, mais franchement, quel génie quoi. Quel génie, hein. C'est du yards after catch, c'est du run, on connaît la formule, mais qu'est-ce que ça marche bien, putain, qu'est-ce que ça marche bien. Et puis un petit mot sur Pete Carroll, on avait fait un podcast sur les Seahawks, voilà. J'avais dit dans ce podcast, une défense, ça se coach. Il la coach, sa défense, Pete Carroll. Il la coach. Et il a trouvé des petites astuces. Jamal Adams dans le pass rush, Carlos Dunlap, le secondary ça va mieux. Il a modifié certaines choses. Voilà. L'exemple type, Pete Carroll, plus vieux coach de la NFL, que oui, le coaching a encore une importance. Et que oui, tu peux avoir une unité, que ce soit ton attaque ou ta défense, qui va mal pendant toute une partie de sa saison et trouver des petites astuces pour faire en sorte que ça s'améliore. Franchement, chapeau. Et puis je finirai malheureusement sur une mauvaise note. Bruce Arians. Bruce Arians, en fait, là, faut qu'il se réveille. C'est pas du tout en train de matcher avec Tom Brady. Alors, il essaye de le piquer en plus dans la presse. Il a quand même lâché Bruce Arians droit dans ses pompes que Tom Brady avait du mal à lire certains coverages. Pre-snap, donc pré-snap, donc avant de lancer la balle, il a du mal à lire certains coverages de la défense. Bruce, excuse-moi, mais c'est Tom Brady, mec. Genre, le mec a 60 ans, il a vu tous les coverages de NFL possibles.
il a aucun mal à lire la défense adverse. Non, par contre, si tu lui demandes d'envoyer que de la deep ball sur des go routes, il y a zéro motion dans le backfield ou des receveurs, il y a zéro motion avant le snap, alors que c'était évidemment un des trucs que faisaient le mieux les Patriots. Là, il y en a absolument pas. Et Bruce Arians l'a complètement assumé en disant non, j'aime pas ça. Bon, ok, mec, c'est juste l'avenir de la NFL, c'est d'envoyer de la motion de partout avant de lâcher le snap, parce que comme ça, tu confuses un peu l'adversaire. Et puis arrête avec les go routes comme ça, les tout droits de Mike Evans et de Chris Godwin de chaque côté, en espérant que Brady la mette dans le bucket, quoi. Franchement, c'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Donc je sais pas. Le mariage prend pas. Qui aura la tête de qui? Je sais pas. Je vois pas Bruce Arians se faire limoger. En plus, ils vont réussir à les accrocher leurs playoffs quand même. Et puis ce sera une année 1. Il faut encore un peu de synchronisation. Franchement, je pense que Tom Brady va faire passer le message. Et j'attends de voir vraiment la fin de saison des Bucks. Parce que là, niveau play calling, ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est pas pour rien que Matt Rule il est en train de réussir avec les Panthers. Il ne demande pas à Teddy Bridgewater de faire des trucs qu'il sait pas faire. Voilà. Alors c'est Tom Brady, il sait faire plein de choses. Maintenant, il a des qualités et des petits défauts. Bah, joue en fonction, quoi. Voilà, petit message à Bruce qui évidemment nous écoute assidûment chaque semaine. C'est tout pour les coachs. Je suis passé un peu en revue rapidement. Hein. Désolé, je voulais faire plus longtemps sur certains coachs, mais vraiment, pour moi, l'important, c'était quand même de parler de Belichick. Putain, quelle saison il nous fait avec les Pats. Avec un Cam Newton, malheureusement, qui est vraiment sur les rotules, quoi. Donc voilà. Franchement, assez intéressant ce dernier week-end en termes de coaching. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain podcast où on va parler un peu MVP. Oh, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russ. Ah, on va parler des Chiefs, les gars. Allez, ciao les guys.